qui vient, c'est avec un plaisir non dissimulé en postprandial un petit peu tardif. Mais j'ai mangé léger, couscous. Et tout le monde m'a dit, il faut finir ton assiette. J'ai dit, c'est très bien, c'est ce dont je vais parler. C'est ce dont je vais parler avec ces difficultés alimentaires, parce que c'est sûr que quand un enfant ne mange pas, la plupart du temps, il ne mange pas parce que par rapport à ce qu'on lui propose, peut-être que ce n'est pas ce que lui attend. Et quand on lui donne ce que lui veut, ben à ce moment-là, il peut manger de manière beaucoup plus adéquate. Et je sais que certaines d'entre vous, quand il y a des difficultés alimentaires, emploient les grands moyens avec parfois quelques démonstrations un petit peu énergiques. Vous voyez, ce nourrisson, non, je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Regardez ce qui se passe quand Mickey ne mange pas. Il ne veut pas manger, on le moleste de manière agressive. Et regardez la tête de l'enfant. Tac, direct, il mange. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire 1h30 de talk si les choses sont aussi simples. Alors parfois, les parents ne sont pas très attentifs et c'est sûr que quand on donne l'alimentation en parentérale, ici intra-auriculaire, c'est sûr qu'on n'est pas dans une bonne situation et que dans ces situations, il est certain que l'enfant, lui, il a son mot à dire et parfois c'est la sœur qui dit « ça suffit, hop, voilà, il a mangé, il n'y a pas de problème ». Mais regardez cet enfant, voilà, il fait comme s'il ne veut pas manger et regardez, il va faire un petit clin d'œil à la caméra. Ah oui, on me filme, c'est bon. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas aussi parce que ce sont un petit peu des schnappants. Et quand on est en consultation et que la mère dit « il y a mon enfant qui vient parce qu'il ne mange pas », ben, souvent, la famille est complètement épuisée, elle est complètement harassée. Hein, on voit ici du train Casa, Tanger, Rabat, je ne sais pas exactement, mais l'enfant, lui, il va très bien. Alors, ensemble, on va essayer de décliner 7 erreurs, vous savez, comme le jeu des 7 erreurs, qu'il faudrait éviter de faire pour avoir le moins de difficultés alimentaires à prendre en soin. Et ici, toutes et tous, je suis sûr que soit vous avez eu un enfant, un ami, il y a des gens, quand on les invite à manger, c'est une véritable sinécure. On dit, ah bah lui, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, en plus il mange halal, il ne mange pas ça, etc. C'est difficile parfois. Eh bien, on va essayer de comprendre que quand certains d'entre nous disent « vous inquiétez pas, un enfant, ça ne se laisse jamais mourir de faim », c'est faux. Quand on entend dire « vous inquiétez pas, à un moment, il va y avoir le déclic », ça n'existe pas, les enfants qui ont des difficultés alimentaires quand ils sont adultes, c'est faux. On va voir que ce déclic, eh bien, si on l'attend, il est probable qu'il ne vienne jamais. Et pour ça, on va essayer ensemble d'échanger, puisqu'on a un petit laps de temps pour échanger. Et je vais rapidement sortir de mon estrade. Il y a un micro. Voilà, là, je me sens mieux, là. Voilà, on va faire comme ça. J'aime bien, ça fait comme un peu salle de mariage. Je vais passer dans les tables, savoir comment ça se passe, si vous avez bien tout ce qu'il faut, de l'eau et tout, c'est parfait. Et on va ensemble décliner sur cette problématique qui nous touche toutes et tous, qu'on soit médecin ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit parent ou qu'on soit beaux-parents. Parce que les belles-mères sont absolument terribles. Parce que quand ils ne mangent pas, souvent, ils disent « tu ne sais pas lui donner à manger ». Et donc, on va voir un peu comment arriver à régler ces difficultés. Premièrement, il ne faut absolument pas sous-estimer l'impact de ces difficultés, parce que quand on regarde dans les publications et qu'on demande aux mamans
est-ce que vous avez des enfants qui ont des difficultés à manger? On voit que dans quasiment la moitié des cas, voire un peu plus, eh bien, ses parents disent oui, oui, il est un peu difficile, il ne mange pas bien, ou il ne mange pas comme j'aimerais qu'il mange. Et il est certain que si en plus on est sur une pathologie ou des enfants qui ont une pathologie préexistante, c'est encore plus difficile. Alors, quand on est dans une pathologie aiguë, ça nous paraît évident. Quand on a la grippe, le Covid ou la gingivostomatite herpétique, bien sûr qu'on ne mange pas. Mais quand on a une pathologie chronique, on ne mange pas pendant longtemps. D'accord ? Autrement dit, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et j'ai parlé du Covid de manière non innocente, parce que ce Covid nous a permis de mettre en évidence beaucoup de choses, et en particulier, les enfants étaient plus au domicile avec les parents. Et il y a une chose qui est absolument capitale dans nos consultations, c'est quand les parents disent « ils ne mangent pas », c'est de voir comment ça se passe avec d'autres membres de la famille. Comment ça se passe quand l'enfant est à l'école, en institution, à la crèche. C'est absolument fondamental. Souvent, d'ailleurs, les parents disent « oui, à la crèche, ils disent qu'ils mangent bien ou qu'ils mangent mieux qu'à la maison, mais je ne les crois pas ». Il faut absolument authentifier cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant la période du Covid, il y a eu une augmentation en flèche avec une multiplication par 6 ou par 7 de l'incidence de ces difficultés alimentaires, qu'on soit dans le cas des difficultés alimentaires du petit, dont on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui du petit, c'est-à-dire le nourrisson et ce que les Anglais appellent le toddler, c'est-à-dire jusqu'à 3-4 ans. D'accord ? On ne va pas parler des eating disorders, qui sont ce que les Anglais appellent les problèmes d'anorexie mentale, de boulimie et d'ARFID. D'accord ? ARFID, je commence dans ma problématique de terminologie. ARFID, c'est l'acronyme anglais qui veut dire ARFID, Avoidance Restrictive, je vous dis avec l'accent, Food Intake Disorder, c'est-à-dire c'est les enfants qui mangent extrêmement sélectif. Et c'est des enfants qui ont souvent un terrain psychiatrique sous-jacent. Et dans la définition des psychiatres, vous savez qu'ils ont des classifications, hein, ils appellent ça le DSM-5, eh bien, c'est une des nouveautés de cette classification DSM-5. Donc pourquoi il y a ces difficultés alimentaires qui augmentent? Un, parce que la société est de plus en plus normative. Deux, parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Les parents, ils disent ben, ils ne mangent pas comme j'aimerais qu'ils mangent. Mais quand on définit ces difficultés alimentaires, eh bien, on voit que tout le monde ne parle pas de la même chose. Et j'aimerais qu'ensemble, on essaye de définir tout ça. Parce que tout ça, c'est genre, ils ne mangent pas bien. Mais comment on définit une difficulté alimentaire comme on va parler, c'est-à-dire simple, hein, on va parler des enfants qui ne mangent pas bien, avec trouble de la déglutition. À votre avis, comment, en consulte, hein, je parle que de la consultation, d'accord ? Comment un enfant en consultation, on suspecte un trouble de la déglutition devant une difficulté alimentaire? C'est assez simple. C'est quoi? On le donne à manger, ok, et alors qu'est-ce qui se passe? Il va le vomir. Oui, c'est pas comme ça qu'on va voir le trouble de la déglutition, parce que beaucoup d'enfants vomissent ou refusent sans avoir de trouble de la déglutition. Il va prendre, il va avoir des difficultés à l'avaler, il va le mâcher, il va le garder dans la bouche. Vous êtes fin. Alors, l'enfant qui arrive, qui avale et qui fait comme les joues de hamster, ça, c'est pas des troubles de la déglutition. Ça, c'est un refus alimentaire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer la texture de l'alimentation. Et je kiffe, là, c'est bon, là. On a progressé. J'aimerais qu'ensemble, je ne suis pas en train d'apprendre, je suis en train de partager. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça.
enfin attends, pas tant que ça, je fais plus jeune quand même. Donc, j'ai appris et j'aimerais partager avec vous ça. Donc, quelqu'un qui mange et il fait la boule, là, comme ça, le cobaye, c'est pas trop de la déglutition, ça. On ne l'envoie pas chez l'ORL, celui-là. D'accord? Il va s'étouffer. Trouble à déglutition, c'est un enfant, quand il mange, souvent, il avale de travers. Je prends. C'est un enfant, quand il boit, ça coule sur le côté. D'accord? Et c'est un enfant, quand il mange, il tousse. Parce que la fistule, honnêtement, c'est exceptionnel. C'est souvent trouble à déglutition. Ok, on a vu 3 choses. C'est un atelier, on est entre nous. Hein. D'accord? Personne ne juge personne, on avance. Ok? Trouble à déglutition, celui-là, on l'envoie chez l'ORL. Ok? Parce qu'il faut qu'il fasse radio-cinéma de la déglutition, il fait une fluoroscopie, c'est-à-dire il donne un petit repas fluoré avec quelque chose qui est coloré, puis il voit un petit peu où ça passe. D'accord? Il faut savoir que ce que vous disiez, c'est-à-dire que il avale et il recrache un peu et il reprend un peu, il y a des insuffisances cricoïdiennes, mais ça c'est très fin, c'est des ORL qui font ça. Mais ils ne les mettent pas dans les joues. Ok? Ensuite, anorexie organique. L'anorexie organique, c'est un enfant qui a une maladie sous-jacente, il a une cardiopathie, il a une maladie cœliaque, et ça induit un trouble du comportement alimentaire. Ok? Pas de problème. Anorexie anatomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il a, en termes de praxie, surtout la langue qui sort. Ça, c'est les trisomiques 21. Ça, c'est les Weidmann-Becquith. Ça, c'est les encéphalopathes. Quand on a la langue qui sort, essayez avec la langue qui sort de manger le couscous. Impossible. D'accord? Donc, l'anorexie anatomique, c'est soit l'enfant il a une dysfonction temporomandibulaire, et ça on voit, il n'arrive pas, soit il a la langue qui sort, soit il a une hypotonie mentonnière. On va voir que tous les enfants ont un petit peu d'hypotonie mentonnière, mais c'est sûr que quand il n'y a pas de menton, plus il y a l'hypotonie mentonnière, c'est compliqué. Et quand il y a un tout petit menton ou pas de menton, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est mettre le doigt dans la bouche pour voir si le palais est ogival. Parce que la séquence de Pierre Robin, elle est bien plus importante que vous l'imaginez. Parce qu'avant, on disait syndrome de Pierre Robin, ils avaient et la fente, et la glossoptose, et le rétromicronagnatisme. Parfois, ils ont juste un petit menton. Et il y a des séquences de Pierre Robin qui sont vraiment un minima. Hein. Il faut mettre le doigt dans la bouche et regarder s'il a le palais ogival, s'il n'a pas un petit peu de fente. Et si surtout, quand on lui met le doigt dans la bouche, il commence à faire... Parce qu'ils font des malaises très facilement, les séquences de Pierre Robin. D'accord? Vous vous rappelez, ceux qui font des études là-dessus, ils disent ils ont une dysneurulation du rhomboencéphale. Waouh! N'écrivez pas dysneurulation du rhomboencéphale. On est entre cliniciens. Ça veut dire qu'ils ont une propension à faire des malaises. Et un enfant, tu lui mets le doigt dans la bouche, il fait un malaise, tu dis, voilà, il n'est pas normal. D'accord? Ok. Ça, c'est l'anorexie anatomique. Vous sentez là le truc là? C'est intéressant, c'est de la consulte. Hein? Ok. Anorexie génétique, ça, c'est le délit de sale tête. Alors, délit de sale tête, pour l'emmener au généticien, honnêtement, pour avoir vu plein de syndromes cardio-vélo-facial, vous savez, le syndrome de 22q11, qui est le syndrome qui donne le plus souvent des difficultés alimentaires, honnêtement, quand on les regarde, ils n'ont pas une tête si moche que ça. Un enfant qui ne mange pas, on l'envoie chez le généticien si il a un petit poids pour l'âge, un PAG, petit poids pour l'âge, à la naissance, et s'il a une cardiopathie. Cardiopathie bien équilibrée, hein, parce que vous connaissez, il y a des cardiologues ici. Et vous savez ce que dit le cardiologue?
quand il y a un enfant qui a une cardiopathie et qui est symptomatique de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas le cœur. Ils font ça comme ça à Rabat. Parce que nous, à Paris, il y a un problème avec un cardiopathe, on l'envoie chez le cardiologue, il dit c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. C'est comme le chirurgien qui dit c'est pas chirurgical. Ça veut dire débrouille-toi. Vous avez les mêmes, non? Parce que nous, à Paris, on est des champions de ça. Ok, moi, mon rêve, c'est d'être cardio. Cardio, le stéto, il a l'écho. Il voit et puis il dit le reste. Donc, une cardiopathie congénitale, quelle qu'elle soit, plus un petit poids de naissance, c'est souvent un enfant qui ne mange pas, et ce n'est pas tellement la fonction cardiaque qui est impactée, c'est le syndrome génétique sous-jacent. Alors, on peut faire ensemble toute une sorte de série, hein, mais on va fixer sur l'enfant sain, d'accord? Mais vous connaissez les syndromes où il y a une cardiopathie, les plus fréquents, où ils ne mangent pas bien, ça s'appelle les rasopathies. D'accord? Rasopathie, c'est une mutation du gène RAS, c'est les syndromes de Noonan et toute la série. D'accord? Et là, on l'envoie au généticien. Après, il y a les troubles psychiatriques. Les troubles psychiatriques, vous savez que les troubles du spectre de l'autisme, l'important, c'est de faire le diagnostic avant 3 ans. Donc, chez le tout petit, c'est difficile. Enfin, un enfant qui ne mange pas bien, honnêtement, toujours, on pose la question à la mère. D'abord, on le voit. C'est quoi chez un petit, hein? Qu'est-ce qui nous... Parce que souvent, la mère, elle a tellement peur du diagnostic qu'elle ne vous dit pas, hein, je le sens différent. D'ailleurs, on ne dit jamais, il n'est pas normal. On dit, il est différent, votre enfant. C'est une manière élégante de dire les choses. Ok? Alors, comment... C'est quoi sans faire la batterie de tests, hein, parce que ça, on les envoie en hôpital de jour psychiatrique. Comment on fait on se dit, celui-là, il va falloir que je le suive. Vous ne l'accrochez pas du regard. Vous êtes toutes et tous des pédiatres ici. Vous savez qu'un enfant, on l'accroche du regard très très tôt. Lui, on n'arrive pas. Ou elle, on n'arrive pas. 2, il est bizarrement très petit. Il est bizarrement très ordonné. Très ordonné, c'est-à-dire que quand il est là, on met la bouteille là, quand il arrive, hein, il va essayer de la remettre en place. Alors quand ils sont plus grands, ils alignent leur petite voiture, et quand ils sont encore plus grands, ils font Rain Man, etc. D'accord ? Ces enfants-là, vers 2-3 ans, ils ne pointent pas du doigt, on voit un peu plus. Mais accrocher du regard, plus, entre guillemets, je mets entre guillemets, hein, maniaque, plus sensoriel, ça veut dire quoi sensoriel? Ça veut dire que c'est des enfants... Ici, si vous vous reconnaissez, c'est pas grave. Hein. On a le droit d'avoir un petit trouble du spectre de l'autisme entre nous. Hein. D'accord? Non, honnêtement, c'est une qualité. Hein. D'accord? Et la troisième chose, c'est sensoriel. C'est-à-dire que vous vous approchez, vous essayez... Je me mets pré-moss parce que le reste, je peux pas. Vous essayez et vous commencez à le toucher tout de suite, il vous dégage. Et ces enfants-là, comme on va le voir avec nos enfants sensoriels, qui n'ont pas des troubles du spectre de l'autisme, mais juste une hyper-irritabilité sensorielle qui va être propice à générer des difficultés alimentaires, quand vous êtes avec ces enfants-là, quand vous les touchez, il faut les toucher, non pas en les caressant, parce que ça c'est tout de suite, mais au contraire, il faut les prendre de manière ferme. D'accord ? Et ça, vous lui donnez assez d'informations sensorielles pour que ça ne l'irrite pas. Moins il y a d'informations, plus l'enfant est irrité. Ok ? Ça existe dans les troubles du spectre de l'autisme et ça existe chez les enfants qui ont des difficultés alimentaires. Ce que je vous livre, là, c'est du... Il n'y a qu'aux gens de Rabat que je fais ça. Ça, c'est du nectar. Hein. C'est 20 ans d'expérience. Hein. Ça, c'est pas écrit dans les livres, tout ce que je vous raconte. Hein.
D'accord? Ça sort pas ça sort pas d'ici. Hein. On a dit, on fait dans une salle de mariage, ça sort pas d'ici. Hein. Ok, et après on va danser. Après, dysphagie, odynophagie. Skunada. C'est-à-dire quoi ça? L'oreille, c'est vrai qu'il y en a, ils ont mal à l'oreille, ils ont du mal quand ils avalent. Je suis d'accord. Odynophagie, c'est douleur à la déglutition. Dysphagie, c'est douleur à la déglutition et sensation de blocage alimentaire. C'est-à-dire, on a l'impression que ça bloque. Ok? Donc, c'est pas la même chose. Une otite, par exemple, ça peut donner une odynophagie, mais ça ne donne pas de dysphagie. Ok? Et puis alors, donc, trouble de l'oralité, vous avez entendu parler de ça? Trouble de l'oralité, c'est un petit peu mon fardeau, parce que il y a plus de 20 ans, je m'étais battu pour que la population pédiatrique connaisse ce terme-là. Moi, avec Véronique Abadi pour la citer. On a dit, il faut que les gens sachent que c'est les troubles de l'oralité alimentaire, parce que la parole et la bouche, c'est pas fait que pour parler, c'est fait aussi pour manger. Eh bien, comme quoi, il faut savoir un petit peu évoluer. Ce terme-là est complètement faux, est complètement caduc. Je vous interdis d'utiliser trouble de l'oralité alimentaire. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas avec la bouche. On ne mange pas avec la bouche. La bouche n'est que le site effecteur terminal de l'alimentation. On mange avec tous nos sens. On mange avec les yeux. On te dit, je vous mange des yeux. Ça le fait, hein? Elle a eu peur, je te jure. Non, 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 non. Je vous mange des yeux. Hein? Quand il y a quelqu'un, on ne peut pas le voir, on dit, je ne peux pas le sentir. D'accord? Autrement dit, l'alimentation, manger, c'est une expérience sensorielle avec tous les sens et avec le cerveau. Parce que ça va directement entre le lobe occipital et juste au-dessus. Et ici, tout et tous. Quand on sort voilà, alors les Français, ils ont la Madeleine de Proust. D'accord? Moi, j'ai la mèchouilla de ma mère, par exemple. D'accord? Qui est vraiment bien meilleure que celle que j'ai mangée à midi. Alors qu'elle est moins bonne, d'un point de vue très, très pratique. La cuisine marocaine est bien meilleure que la cuisine tunisienne. Mais c'est pas la cuisine de ma mère. Et donc, il y a une sorte de goût, d'odorat et d'intentions alimentaires qui sont mnésiques et qui font partie de toute cette, entre guillemets, toute cette spirale sensorielle et corticale. Donc, trouble de l'oralité alimentaire, c'est trop réducteur. Et donc, le mieux, c'est de dire difficulté alimentaire, ça c'est le symptôme. Et quand l'enfant ne mange pas, ce qu'il faudrait dire, c'est que il a des troubles du comportement, que ce soit dû à une maladie organique ou pas, hein, troubles du comportement alimentaire. Et comme c'est chez l'enfant, ou petit enfant, donc depuis maintenant 1 ou 2 ans, pour ceux qui m'ont déjà entendu peut-être, je ne sais pas, j'utilise un autre terme, et j'espère que dans 10-15 ans on utilisera celui-là, qui s'appelle TCAP. TCAP, trouble du comportement alimentaire pédiatrique ou trouble du comportement alimentaire du petit enfant. Pourquoi j'aime bien cet acronyme? C'est parce que ce qui est le pire dans ces accompagnements au quotidien chez les enfants, c'est quoi? C'est la mère qui dit « je suis épuisée, j'y arrive pas ». Elle est dans une polarité négative. Si on emploie l'acronyme TCAP, en français, hein, TCAP, ça veut dire « t'es capable ». TCAP, il y a une... Ah, il a un T... Tu vois, c'est TCAP, pas cap. TCAP, c'est bien. Et donc, il me semble, mais je suis un petit peu prétentieux,
Il me semble que ce serait bon qu'ensemble, on adopte cet acronyme pour les enfants qui ont des difficultés alimentaires. Trouble du comportement alimentaire du petit enfant. OK ? Donc, pourquoi il y a un si grand variation, un si grand hiatus entre la fréquence des difficultés alimentaires qui est avérée par les enfants et celle qui sont dans les publications? C'est parce que les parents et les médecins ne parlent pas de la même chose et qu'il y a un problème de définition. Si on utilise des échelles objectives pour arriver à définir, selon les modèles qui sont publiés, les difficultés alimentaires, on aurait des fréquences qui seraient bien plus en adéquation avec la réalité. Alors je vous présente deux échelles. Il y en a, j'ai compté, parce que c'est un de mes sujets de travail, il y en a 19. Mais il y en a deux qui sont, à mon avis, utilisables facilement. Un, parce qu'elles sont gratuites, et donc téléchargeables sur Internet. Deux, parce qu'elles sont traduites en français. Et à mon avis, on peut tout à fait bien les traduire en arabe. Et puis, c'est quelque chose qui permet, en 5-10 minutes, de faire un check rapide. Donc, cette première des échelles s'appelle l'échelle de Montréal. Ça a été développé par l'équipe au Canada de Ramsey. Et donc, en 14 questions, on arrive à avoir un résultat normatif. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on compte les points et à la fin, on arrive à genre 40, 60, 80. Et c'est encore plus intéressant quand on revoit la famille, parce qu'on dit, est-ce qu'il mange mieux? Elle dit, chouïa. Ouais, mais chouïa bien ou chouïa... Là, elle te dit, tu passes de 80 à 60. C'est quelque chose qui est plus pertinent. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on regarde, vous voyez, c'est des questions simples. C'est-à-dire que la plupart des familles peuvent répondre au questionnaire sans que ce soit vous qui le posiez. Mais d'un autre côté, en consultation, c'est bien de le faire parce que ça nous donne un petit plan, un petit guide. Comme ça, on n'oublie rien. D'accord? L'échelle de Montréal, c'est entre 6 mois et 6 ans. OK? Et donc, vous voyez, c'est assez simple. C'est comment trouvez-vous les repas avec votre enfant? Êtes-vous inquiète au moment des repas? Comment vous trouvez qu'il mange? Que pensez-vous de la croissance de votre enfant? 14 questions, mais bêtes. Et avec ces questions, on compte les points. Le problème, c'est que quand on fait et quand on donne le questionnaire aux parents, la plupart des parents, alors peut-être pas les Marocains, mais les Français, qui sont très 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 flemmards, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des Marocains, c'est que vous savez, quand il y a à entourer, ils font tchut, comme ça. Et ils entourent tous. Tous les 1, tous les 2. Genre, quand ça va pas, elle te fait tous les 1, quoi. Avec ce truc-là, c'est pas possible. Ils sont tordus, les Canadiens, quand même. Mais ils ont froid tellement, les pauvres, que ça leur a un petit peu refroidi la tête. Et ça veut dire qu'il y a des questions, le très difficile, c'est 1 point, et il y a des questions, le très difficile, c'est 7 points. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils sont obligés de lire et d'entourer de manière extrêmement pertinente. Ce qui veut dire que quand on compte les points, il faut avoir cette règle où on te dit, voilà, pour la question 2, 3, 4, et ben le 6, ça devient le 2, etc. Donc il y a une petite prise de tête arithmétique quand même. Mais à la fin, vous voyez, on est à 60 difficultés légères, on est à 70 difficultés modérées, on est à plus de 70-80 difficultés sévères. C'est quand même bien. Et on peut, point par point, suivre. Je pense qu'au Maroc c'est la même chose, vous êtes de plus en plus avec des familles qui sont normatives. Enfin, je pense, c'est-à-dire elles arrivent
elles viennent chez vous comme elles viennent dans une situation consumériste. Pas comme au supermarché, mais elles viennent pour acheter quelque chose. La tranquillité, le diagnostic, mais ils veulent qu'en retour, il y ait quelque chose. Alors on dit, ah, votre fille, 65, c'est bien. Non, c'est vrai. Hein. Si vous me faites l'honneur tout à l'heure d'assister à la conférence d'inauguration, j'ai écrit un petit texte à propos des nouveaux parents, justement, que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, mais en France, honnêtement, j'ai très envie de m'installer au Maroc. Vous avez les mêmes? Bon, je vais aller plus bas, c'est pas grave. J'irai pas en Afrique du Sud, ceux-là, je peux plus les voir depuis là. Ah non, je veux plus les voir. Il m'a énervé, alors, putain, c'est pas possible. Et puis, chez le moins de 6 mois, parce que des fois, il y a des tout petits bébés qui ne mangent pas bien. Alors, l'échelle que je vous c'est pareil, hein, elle est en accès libre sur Internet. Ça s'appelle le BEBQ, c'est-à-dire comportement alimentaire du bébé. OK. Et là, tout à l'heure, c'était 14 questions. Là, en 18 questions, vous savez, en fonction de ce qui est jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Voilà, mon bébé a un gros appétit, mon bébé finit rapidement son repas, mon bébé devient contrarié lorsqu'il prend son repas, mon bébé est facilement rassasié. Oui, c'est simple. Hein. Et avec ça, on voit si l'enfant il a des difficultés alimentaires. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de ça. Oui, mais ça permet d'asseoir et d'être normatif face à un diagnostic médical. Et on passe du symptôme au diagnostic médical, qui est un diagnostic transitoire, parce qu'après on va aller encore plus loin. Mais pour l'instant, au moins on va voir s'il y a, entre guillemets, trouble ou pas trouble. Parce que toute difficulté n'est pas un trouble. Et donc il y a des difficultés alimentaires qui sont pour des enfants difficiles, ou souvent pour des parents difficiles, mais qui ne sont pas des troubles du comportement, qui ne sont pas des TCAP. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être cap. Donc, Marc, on définit en fait le trouble à travers le vécu des parents. Donc, il n'y a pas encore d'évaluation médicale. Donc, l'évaluation médicale, c'est pour faire un diagnostic différentiel, éliminer tout le reste. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, ce qui est le cas dans 98% des cas, eh bien, effectivement, on utilise les parents comme socle pour voir s'il y a difficulté alimentaire simplement ou si c'est des difficultés qui peuvent amener au diagnostic de trouble. Je suis d'accord avec toi. Ok, on me suit là pour l'instant? S'il y a des questions, vous pouvez les poser au cours de la présentation. C'est un atelier. Donc on sait hein, que l'objectif de la maman et du papa, c'est de nourrir son enfant. C'est pour le prolongement du cordon ombilical. Hein. Et que l'instinct nourricier est un instinct primitif. Et que c'est insupportable pour une mère qui fait... D'ailleurs, comment on dit? On dit « je donne à manger ». C'est un don. Qu'est-ce qu'on fait comme don? C'est des cadeaux. C'est comme si jamais tu fais un cadeau à quelqu'un et te regarde le cadeau et il fait... C'est extrêmement frustrant pour une maman qui veut donner à manger que son bébé lui tourne la tête. D'accord? Donc, quand il y a des parents qui sont, par exemple, comme ça, costauds, et qu'ils ont des petits jumeaux, et que le père dit, avec sa grosse voix, « Je comprends pas, docteur, on vient vous voir, parce que les petits, ils mangent pas comme nous, pourtant on leur donne un petit peu moins que ce qu'il y a dans notre assiette. » Ben, on va dire, heureusement. J'ai envie de les mettre à table pour voir le couscous de tout à l'heure. Donc il est certain que ces enfants-là, ils vont avoir une croissance qui va être en adéquation avec leurs besoins. D'accord? Cette maman, par exemple, elle vient en consultation. Elle a attendu 3 mois et demi pour venir me voir.
Elle vient de loin et elle dit, c'est pas possible, mon enfant, il mange pas. Et elle dit, il mange pas, c'est pas possible. Et alors, elle s'énerve, hein. Regardez, il mange pas, regardez. Et lui, pendant ce temps-là, moi, ma seule inquiétude, c'est qu'il avale de travers les morceaux d'aluminium qu'il est en train de manger avec le sandwich de sa mère. D'ailleurs, la mère, elle est un peu perplexe, hein. Elle dit, oui, oui, de temps en temps, il mange, mais enfin, sinon, regardez, oh là, il bouffe direct, hein. Il s'est senti à l'aise. L'environnement est extrêmement important. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais décliner avec vous, c'est de quoi parle-t-on pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et il faut être rapidement sur la même longueur d'onde que les parents. D'accord? Des questions là-dessus? On est sur la même longueur d'onde? Okay. Le deuxième, c'est quand on est médecin, on aime bien faire de la médecine. Et on a des diagnostics, j'appelle les diagnostics passe-partout. Et comme la difficulté alimentaire, souvent c'est une affaire de gastro-entérologue, ce qui est une affaire de pédiatre, hein. De gastropédiatre, le gastropédiatre, il fait avec ce qu'il sait. Et alors nous, on a deux diagnostics, c'est nos diagnostics. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la donne, j'abat la carte. C'est-à-dire que je peux vous sortir une publication sur n'importe quoi qui est dû à soit un reflux gastro-œsophagien, soit une allergie aux protéines lait de vache, soit les deux. Ce que vous voulez, dites-moi, je vous dis oui. Il a les yeux rouges, j'ai diagnostic rouge. Conjonctivite suite à allergie aux protéines lait de vache, c'est publié. Otite séromuqueuse à répétition, j'ai ce que vous voulez. Dites-moi, j'ai. D'accord? Céphalée, bien sûr, j'ai les deux, céphalée. Autrement dit, voyons ça clairement. Si on prend à l'envers, les Toulousains, ils ont dit, voilà, nous, on va prendre une population de TCAP et une population en crèche qui n'ont pas de difficultés alimentaires, on va les comparer. Et ils ont dit, voilà, ceux qui ont des difficultés alimentaires, ils ont plus de reflux et ils ont plus d'allergies aux protéines lait de vache. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de médicaments et ils ont plus d'hydrolyse à pousser. Ce qui est une conclusion ridicule. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'à Toulouse, les médecins, ils sont tellement mauvais que... Je plaisante, hein, je ne dis pas ça comme ça. C'est-à-dire que c'est du iatrogène complètement. C'est-à-dire que les médecins, quand ils ne savent pas, on peut en parler, on est tous médecins, là, c'est bien ça. Hein. Quand les médecins, ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on prescrit un petit truc et revenez me voir. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut prescrire comme petit truc? Par exemple, un lait sans protéines lait de vache. Vous avez à votre disposition des laits sans protéines lait de vache, des hydrolyses à pousser. D'accord? C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher que le lait standard. Les parents, ils aiment encore plus. Plus c'est cher, plus c'est compliqué, plus on fait des efforts pour l'enfant, pour qu'il aille mieux. Ils adorent. Qu'on soit au Maroc, à Paris, à Casablanca ou à Rabat, c'est la même chose. D'accord? Sauf que, si on fait une analyse fine de la situation, d'accord? C'est les TCAP qui sont d'origine allergique. Alors là, du coup, j'ai fait vraiment la littérature. J'ai regardé dans les publications. Vous savez quel est le taux d'allergie aux protéines de lait de vache? J'ai regardé même au Maroc. C'est quoi les publications? 2,75% au Maroc. D'accord? Avéré, hein? Ok? Quels sont, parmi les enfants allergiques aux protéines lait de vache, ceux qui, de manière avérée, sont diagnostiqués uniquement par difficulté alimentaire comme mode d'entrée?
Bien joué, 0,12%. D'accord? Sur des séries de plus de 1000 ans, de plus de 1000 enfants quand même. Pas au Maroc, hein, en Europe. Ok? Ça veut dire 0,1% de 2,75%, ça fait pas grand-chose. D'accord? Et dans ces situations-là, donc si les TCAP sont rarement dus à une allergie, mais que l'enfant est allergique et qu'on fait une éviction justifiée, eh bien, mon point est le suivant, c'est que je vous mets une étude, je vous mets 2 études, je vous mets 3 études, mais bon, comme c'est un atelier, je ne vais pas vous sortir des études. On va échanger entre nous. Un enfant, quand il est habitué à avoir une éviction alimentaire qui est prescrite, d'accord, il devient un peu orthorectique, c'est-à-dire qu'il mange moins bien plus tard cet aliment. Alors pour la maladie cœliaque, ça nous arrange, parce que c'est des régimes à vie. Mais pour les enfants qui ont des régimes qui sont dans le temps timés, eh bien, quand tu interdis à un nourrisson à boire du lait pendant 1 an et demi, il va boire plus difficilement du lait par la suite. Mais plus difficilement. Hein. Et regardez, les études, ils aiment mieux le goût amer, ils n'arrivent pas, c'est des petits mangeurs. Tout ça, c'est des études. Ils aiment moins le crème, le beurre, le chocolat, etc. Les pauvres. D'accord? Autrement dit, ensemble, on peut expliquer que quand on a une éviction justifiée sur une allergie qui est suspectée devant des TCAP, ben cette éviction, elle va en elle-même induire des TCAP. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que quand l'allergie est possible ou probable, eh ben, de toute façon, que l'éviction soit discutable ou à tort, de toute façon, elle va induire des TCAP. Vous comprenez ce que je veux dire? Sauf que quand l'enfant arrive et il a un TCAP, et qu'on le met au régime, qu'est-ce qu'on va faire? On va induire des TCAP en plus, mais il va avoir double peine. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé de ce pourquoi l'enfant venait initialement, puisqu'il venait parce qu'il ne mangeait pas bien. Donc non seulement il vient parce qu'il ne mange pas bien, on ne s'occupe pas de ce pourquoi il vient, c'est-à-dire il ne mange pas bien, mais en plus, on lui fait une tannée, c'est-à-dire on lui met en régime qui va faire qu'il va encore manger moins bien par la suite. Vous me suivez là ou pas? On est dans un cercle vicieux iatrogène. Ok? Je suis en train d'essayer de publier ça, c'est un peu compliqué. Mais vous comprenez mon raisonnement. Ok? En ce qui concerne le reflux, alors il y a plein de mamans, de parents qui disent ça doit être le reflux, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas. Puis vous savez, dans reflux, il y a refus un peu. Ils disent on refuse du reflux. Voilà. Okay, et alors, quand d'autres disent oui, mais dans le reflux, il faut que ça rechète quand même. Nous, en France, il y a une entité extraordinaire qui s'appelle le reflux interne. Vous avez ça au Maroc, le reflux interne? Il faut les interner. Parce que quelle est la taille d'un œsophage de nourrisson? 5-6 cm. Vous avez vu le reflux, il fait 2-3 et puis hop, puis il s'arrête là, direct. Je peux te dire que ça c'est de la contraction minime. Hein. C'est de la sous-estimation de la tonicité de l'estomac qui renvoie à l'alimentation. Donc, plusieurs publications vont dans le sens que le reflux interne chez le grand, qu'on appelle le pyrosis, ça remonte, ça malheureusement, d'un point de vue statistique ici, il y en a 2-3 qui souffrent de pyrosis. Surtout qu'on n'est encore pas trop loin du repas et qu'avec le couscous, ça remonte un peu quand même. D'accord? Mais autant chez l'adulte, le pyrosis avec le reflux interne, j'entends, autant chez le nourrisson, mais même pas en rêve. D'accord?
Donc l'enfant qui reflue, il régurgite quand il est nourrisson. C'est très très rare. Si on prend cette étude, qui est une belle étude, d'accord, on en prend, regardez, pendant un mois, 80 enfants dans chaque bras, un on donne des IPP et l'autre on donne du placebo. Regardez, régurgite, regardez, il finit son biberon trop tôt, il refuse le biberon ou il se cambre en arrière. Alors ça, il y a plein d'études là-dessus. Hein. Le cambrage, tout le monde dit « Ah, s'il est cambré, c'est qu'il reflue. » Non, il est cambré, ça veut dire qu'il est inconfortable. C'est pas le reflux. Alors, je peux vous dire, hein, en venant dans l'avion, parce que c'est comme ça, j'ai la damnation du pédiatre. C'est-à-dire que quand je prends un avion, on a l'impression que le bon Dieu, il dit ah, « Belaï, je prends l'avion. » Tous les enfants, ils sont juste devant ou juste derrière. Et alors, c'est pas cool. Ils hurlent pendant... Et ils sont comme ça. J'ai en aucune manière, aucune envie de leur donner du Gaviscon ou des IPP à ces enfants-là. J'ai juste envie de dire aux parents, essayez de les calmer, quoi. Et ce matin, j'en ai pris un dans mes bras parce qu'elle m'a fait de la peine, la berge. Elle était débordée, elle suait, etc. Je lui ai dit, attends, je vais prendre moi. Voilà. Bon. Mais ils n'ont pas le reflux de l'avion. Vous connaissez le reflux de l'avion, non? Ils sont inconfortables. Voilà. D'accord? Ils ont le reflux de l'avion, pas le reflux de l'avion. Oui. Mais en pratique, franchement, on a l'impression que ça marche. Voilà. En pratique. Ouais. Ouais. Mais ça marche. Voilà. Et alors, génial, je suis d'accord avec toi. Et je t'encourage à continuer à essayer. Pourquoi? Non, pas pour les études. Non, c'est pas pour les études. C'est parce que on le voit pas ici. Il faudra que je te le montre. C'est parce que voilà, c'est ça. C'est ça. Global Severity Assessment, c'est-à-dire l'évaluation de la sévérité globale par les parents et par le clinicien. Quand tu donnes du placebo à un enfant qui se met en arrière, regarde, 1 cas sur 2, tu l'améliores. C'est écrit. Hein. Donc oui, donne des IPP, donne ce que tu veux, mais surtout, à un moment, tu les arrêtes. Et tu vois ce qui se passe. Et quand tu les arrêtes, les IPP, tu te rappelles, il faut les faire doucement. Hein. Il faut sur 15 jours. OK? Parce que sinon, il y a un effet rebond. Et c'est vrai qu'en donnant des IPP, tu fais quelque chose. Mais je pense que si tu donnais de l'eau chaude, peut-être que ce serait la même chose. Je n'ai pas dit, hein. Moi, je suis pas... Mais voilà mon impression. Et moi, je suis comme toi, je donne des IPP. Pourquoi? Parce que de toute façon, si ce n'est pas moi qui vais donner, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, on n'a pas la même population, c'est-à-dire que moi, je travaille à l'hôpital, et les enfants, ils ont déjà eu les IPP. Et moi, tous les enfants que je vois, ce sont ceux pour qui les IPP ne fonctionnent pas. Mais si, et quand je vais m'installer dans le privé, Inch'Allah, eh bien, je vais donner des IPP, mais bien sûr, je vais donner des IPP. Hein? Mais peut-être un petit peu d'eau chaude. Peut-être un coup d'eau chaude, un coup les IPP. Tiède, hein, il ne faut pas chauffer l'œsophage. Et comme vous dites, il faut savoir les arrêter. Pardon? Et comme vous dites, il faut savoir les arrêter. Ah, il faut être convaincu. L'effet placebo, c'est la conviction du pédiatre. Je vais vous donner un médicament extrêmement efficace. D'accord? Ça s'appelle eau tiède. Mais il faut l'appeler avec un autre terme, évidemment. Mais vous connaissez tout ça. Hein? Le champion de ça, c'est quoi? C'est les enfants d'âge scolaire qui ont mal au ventre. Tout le monde a eu soit un enfant, soit des patients qui sont d'âge scolaire et qui ont mal au ventre. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez ça. Nous, en France, ça s'appelle Spasfon. Vous avez ça? Voilà. Il faut le glycinol. Spasfon, combien d'études dans la littérature? 0. D'accord? Une seule étude montrant l'inefficacité du Spasfon dans les invaginations intestinales aiguës. Merci.
d'accord, avec une bonne tolérance. D'accord? Mais moi, je donne du Spasfon tout le temps. Pourquoi? Parce que le placebo, ça marche. Dans les douleurs abdominales. Et donc, moi, on est docteur, mais il faut qu'on soit derrière le bureau, on soit souriant, on soit contenant, parce que nous, t'es cap, nous, on est cap aussi. Et ça, c'est hyper important. Hein. Et je suis d'accord avec toi. Et je dirais même plus, je voudrais que tu oublies ce que je viens de te dire et que je voudrais que tu continues à être persuadé que les IPP soient efficaces pour que tu sois encore plus pertinente dans ta prescription. D'accord? Par contre, je t'en supplie, il faut savoir les arrêter. D'accord? On est d'accord? Voilà, je vous ai mis l'étude. Et celui-là, 100% des cas, il est à l'hôpital, 100% des cas, il a IPP double dose. D'accord? Et regardez la publication. Ils ont pris comme ça, 100 hein, à l'hôpital, en train de comme ça. Ils ont fait genre pH-métrie, impédance-métrie. Les malheureux, ils les ont lessivés. D'accord? Ils ont trouvé le reflux dans combien de pourcents des cas? Walou. D'accord? Donc, oui, arching back, oui, ok. Peut-être, hein, mais il ne faut pas en être persuadé. D'accord? Et puis, alors nous, en France, on a une épidémie de frein de langue. Vous avez ça, vous aussi? Ah bon, c'est pas possible. On a l'impression que... Pourtant, nous, on pensait que les agriculteurs, ils mettaient l'accélérateur, mais on met le frein sur la langue des bébés. Et alors, le frein, c'est pareil. Tout est dû au frein. Et ce n'est pas le frein à main, c'est le frein de langue. Ok? Donc vous savez qu'il y a le frein de langue, vous savez qu'il y a le frein de joue, et vous savez qu'il y a le frein de lèvres. D'accord? Attention, il faut les examiner, il faut les rechercher. Hein, parce que si on oublie, les parents, ils disent « Vous n'avez pas vu ça ». Et nous, on fait « Ah, non, non, non ». On dit « Si j'ai vu, mais je n'ai pas voulu vous inquiéter ». D'accord? Et donc, dans la littérature, frein de joue, frein de lèvres, aucune incidence sur rien. En ce qui concerne les freins de langue, on en avait parlé parce que je reconnais des visages. Hein, la dernière fois, on était dans l'amphi, hein, c'était magnifique. On avait passé une après-midi entière à parler ensemble. Là, on a encore 3/4 d'heure. Il est certain que la Cochrane explique bien que quand on a des freins de langue et qu'on coupe le frein, ça s'appelle frénotomie, d'accord, c'est juste couper. Frénectomie, c'est on l'enlève, et frénoplastie, c'est on fait une plastie. Ok? Et bien sur la frénotomie, c'est-à-dire on coupe simplement, quand on demande aux mamans est-ce que c'est mieux maintenant qu'on a coupé, la plupart des mamans disent oui. D'accord? Maintenant, quand on pèse les bébés avant ou après, et qu'on regarde globalement sur la prise de poids, sur l'évaluation objective, ça n'a aucune efficacité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les mamans. Hein. D'accord? On est d'accord. Ce qui est certain, c'est que l'Académie nationale de médecine a créé, peu importe, une commission expliquant deux choses. Une chose qui me paraît capitale, c'est que tout ce qui est pathologie alléguée au frein de langue ne peut être considéré que si le bébé est en allaitement maternel. C'est-à-dire qu'un bébé qui est au biberon, le frein, ça n'impute rien du tout, ça n'a aucun effet. D'accord? Je vous l'avais mimé une fois, pour ceux qui ne m'ont pas vu, je vous le refais. D'accord? Voilà. Le bébé, quand il allaite sa maman, il fait comme ça. Je me mets loin, parce que j'ai eu peur tout à l'heure déjà. D'accord? Il fait comme ça. Parce qu'il doit jouer avec le mamelon de la maman. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un mouvement reptatoire antéro-postérieur. Et là, le frein, il peut un peu tirer parfois. OK? Mais quand il est au biberon, il fait comme ça. La langue, zéro.
OK? Autrement dit, le frein de langue ne peut être imputable à une pathologie, à une difficulté que chez le bébé allaité au sein. 1. La deuxième chose, c'est que quand on dit là, un frein, c'est à l'origine de reflux, colique, machin, chez le bébé. Hein. Ça, zéro intérêt. OK? Bon. Ce qui est certain, c'est que, étant donné qu'on est dans le souci de l'allaitement maternel, la première chose quand le bébé tète pas bien et qu'il a un frein, c'est de regarder comment le bébé tète. Et là, sur ces deux photos, à votre avis, dans quelle situation le bébé est mal placé pour l'allaitement ? Les deux. D'accord ? Parce que pour avoir une tétée efficace, il faut qu'on ait le nez retroussé et la lèvre éversée. Et c'est que dans cette situation anatomique où on est assez proche du mamelon pour pouvoir... Essayez avec vos voisins, voisines, vous allez voir. C'est un atelier, hein ? Non, je plaisante. Donc pour qu'on ait le mamelon en fond de bouche, il faut vraiment être comme ça. Hein. Et quand on a vu tout à l'heure, ils avaient l'air pas trop mal, mais le nez était beaucoup trop loin. Et l'autre, les lèvres étaient trop collées. D'accord ? Et quand on est dans une mauvaise position, les seins ils sont altérés. Et dans ces cas-là, on coupe le frein à tort. C'est vrai que ça améliore, mais on coupe le frein à tort. Donc avant de couper le frein chez un enfant qui ne tète pas bien, il faut déjà le remettre dans une bonne situation anatomique pour que la maman elle soit dans une bonne situation pour allaiter son bébé. Et puis après, si ça ne va pas, on coupe le frein dans un autre temps. OK ? OK. Donc, on a vu les allergies, on a vu le reflux, on a vu le frein de langue, et puis on sait qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent générer des difficultés alimentaires. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est quelque chose que vous connaissez évidemment très très bien. L'erreur numéro 3, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on mange avec la bouche, et il est certain que, en fait, manger, c'est le résultat donc de toute une cascade sensorielle. Et ça, c'est le Covid qui nous a appris beaucoup de choses. Le Covid nous a appris qu'avec l'infection, non seulement on ne sentait plus rien, mais on n'avait plus de goût, pour ceux qui l'ont eu. D'accord ? Pourquoi ? C'est normal, parce que le bourgeon est le même. D'accord ? Et que donc il y a une olfaction qui est gustative, et que parmi les saveurs détectées normales, sucré, salé, acide, amer, umami, c'est les 5 saveurs, et bien parmi ces 5 saveurs, en fait, il faudrait ajouter des éléments plus fins qui voudraient dire qu'on ne devrait pas parler que de saveur, mais de flaveur. Flaveur, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une notion corticale, et puis il y a une notion, tout le monde se demande comment ça se fait que, j'ai vu à table, il y en a qui sont eau plate et beaucoup qui sont oulmes. Oulmes, c'est quand même drôle. C'est-à-dire tu bois quelque chose, et non seulement tu as un goût, mais en même temps, tu as un petit picotement. Il y en a qui se demandent pourquoi, quand on sent des oignons, on pleure. Ça, c'est ce qu'on appelle les stimulations trigéminales. Ça veut dire que la langue n'est pas uniquement une langue qui arrive à détecter du sucré, du salé ou de l'amer, mais elle est en même temps véhicule et transmetteuse d'informations trigéminales et d'informations sensorielles corticales avec... c'est pareil, hein, quand ça sent le pourri, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de goûter. C'est la même chose. D'accord ? Et de manière plus globale, eh bien, manger, c'est tous les sens en éveil
peu importe les éléments neurologiques, mais il est certain, et là, en atelier, j'aimerais qu'on partage ça, je pense qu'on sous-estime beaucoup la présentation des repas. Quand vous allez dans un grand restaurant, en particulier au Maroc, vous êtes les génies de la cuisine. J'ai jamais vu une présentation où tout est pouf comme ça. Même le couscous qui est traditionnel, il est triangulaire, avec les carottes qui sont bien agencées, avec... On a envie. D'ailleurs, quand quelqu'un il prend un peu trop et ça fait dégringoler la... Et Mustapha, il dit non, viens, je te donne moi. Parce qu'il en a peur que ça lui casse la pyramide de couscous. Pas vrai? Il faut que ce soit classe. Soyons marocains. Pour les bébés. Pourquoi le bébé? Parce qu'il n'aurait pas... Pourquoi quand on dit « Ah, tu m'as servi de la bouillie », vous entendez ça? C'est quoi la bouillie? C'est ce qu'on donne aux bébés. Pourquoi les malheureux, on leur donne de la bouillie? Ils n'ont pas les yeux pour voir. Il faut être classe avec les bébés. Les petits Marocains, ils vont devenir des grands Marocains. Et plus tard, des gens qui ne vont pas rater les pénaltys. J'ai tellement, vraiment honnêtement, j'ai été peiné. Donc, il faut faire des présentations. Et parce que je blesse, c'est ma catharsis. Non, tu vas voir. Moi, avec le Paris Saint-Germain, ça fait 15 ans que je morfle comme ça. Tu vas voir, ça va être... Et plus vous allez être fort, plus vous allez moins supporter la défaite. Mais quelle belle équipe. Alors, je parle du Maroc, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut présenter. Il ne faut pas leur servir de la bouillie aux bébés. Je parle ici aux grands-mères, aux futures mamans, à tout le monde. Hein. Ce n'est pas de la médecine qu'on fait là. On ne sert pas de la bouillie aux bébés. Parce qu'ils ont, contrairement à ce que vous pourrez croire, ils ont la capacité de faire la différence entre quelque chose qui est, entre guillemets, une bouillie immangeable, alors que c'est les mêmes ingrédients, hein, et quelque chose qui, bien présenté et agréable à l'œil, va leur donner de l'appétit. On appelle ça une sollicitation visuelle positive. Je vous rappelle qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la difficulté. On est dans le TCAP. Par exemple, si je vous dis, et je le dis souvent, est-ce que là, maintenant, on est prêt à manger quelque chose que la plupart des gens qui habitent sur Terre mangent, que ça a une bonne valeur nutritive, que c'est légèrement salé, que ça croque sous la dent? Vous allez me dire, allez, on y va. Sauf que c'est ça qu'ils mangent, les Chinois, en apéro, des insectes croquants. Burke, non? C'est-à-dire que lui, quand il a dit bon anniversaire 16 ans et que son gâteau au chocolat, on dirait une migale, on n'a pas envie d'aller à l'anniversaire. Eh bien, c'est pareil pour les bébés. On a l'impression que c'est des bébés qui n'ont aucune sollicitation. C'est faux, hein? Le bébé, il sent, le bébé, il voit. D'accord? Je ne parle pas du nouveau-né, hein? Ici, on parle des bébés qui ont une diversification alimentaire. D'accord? Donc il faut qu'il y ait tous cette échelle à la fois corporelle, visuelle, vibratoire. Vibratoire, c'est très important. C'est très important. J'ai encore combien de temps? Un quart d'heure? 15 minutes. Je suis modéré de façon comme un chef. L'intégration... Ok, alors je vais accélérer. L'intégration vibratoire. Si jamais je me dis je vais me mettre sur cette table et que je vais vous demander de commencer à essayer de me donner à manger, mais que je sens que cette table, ce qui est le cas, elle est instable. La première chose que je vais faire, c'est est-ce que je ne vais pas me casser la figure? Autrement dit, pour que l'enfant soit concentré sur l'alimentation et qu'il y prenne plaisir,
il faut qu'il soit stable et dénué de toute sollicitation d'équilibre ou toute sollicitation vibratoire. Et il y a des enfants qui bougent et ils ne peuvent pas bien manger. Et donc, je vous dis quelque chose qui a l'air tout bête, hein, et c'est la même chose pour exonérer, pardonnez-moi. On ne peut faire bien caca et on ne peut bien manger que si on a les pieds stables par terre. Or, imaginez vos enfants, vos petits-enfants, vos patients sur la chaise haute en particulier. Combien il y en a qui ont les jambes ballantes comme ça? Beaucoup. Ça, c'est interdit, ça. Il y a des enfants, sur ma vie, hein, il y a des enfants, juste je leur mets des plaques sous les pieds et ils se mettent à manger. Là, la mère dit, ah. Je dis, ouais, normal. Je fais des conférences à Rabat là-dessus, moi. Non, non. Et pour la constipation, c'est la même chose. Il faut être... Non, n'essayez pas de faire caca en faisant les abdos, mettant comme ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, juste, j'accélère pour vous montrer une des choses que nous avons pu démontrer dans une étude. Je vais la faire simple. Voilà un enfant normal. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand on lui donne quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il a 7, 8, 9, 10 mois. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il l'explore? D'accord? Voilà. Cet enfant, pour l'instant, il n'a pas de difficulté alimentaire, mais il en aura plus tard. Il n'a aucun problème neurologique. Hein. Il est hyper éveillé. Hein. D'accord? Il joue. Hein. Il prend, il a toutes les praxies qu'il faut. Hein. Mais quand on lui donne tout, qu'est-ce qu'il fait? Il passe même d'une main à l'autre. Hein. Mais il ne met rien dans la bouche. Et donc ça, je voudrais m'y arrêter 2 secondes. Si jamais je peux juste partager avec vous ça, honnêtement, je ne suis pas venu pour rien. Je peux partir maintenant. C'est qu'il y a énormément de parents. Non, vraiment, je suis hyper convaincu de ce que je vous dis. Hein. Et ça, c'est une étude que j'ai faite en voyant des patients, des centaines et des centaines de patients. C'est vraiment c'est un gros kiff, c'est de faire des consultations, puis au bout d'un moment, il y a ta clinique qui dit faudrait faire une étude. Puis tu fais l'étude et tu démontres ce que tu ressens en consultation. C'est que beaucoup des parents qui venaient me voir parce que l'enfant il mangeait pas bien, à chaque fois ils me disaient ah ben nous il y a eu une période où on était tranquille parce que on pouvait faire tous les restos qu'on voulait, il mettait rien dans la bouche, il était là, il jouait, il faisait tous les trucs, il mettait rien dans la bouche. Alors que dans une autre population d'enfants qui avaient d'autres problèmes, mais qui n'avaient pas ce problème de difficulté alimentaire, eux, ils exploraient tout par la bouche. Et l'exploration et l'intégration neurosensorielle qui est je vois quelque chose, je le prends, je le sens, je le mets dans la bouche, et avec la langue, je l'explore, parce que les enfants dont je vous parle, le premier motif de consultation, c'est je ne mange pas les morceaux. C'est très compliqué. Hein. Des enfants à 3 à 4 ans, ils mangent liquide. Ils mangent que des soupes. Et dès qu'il y a un petit grumeau, ils crachent. Ça existe. Hein. Ceux-là, c'est des enfants qui n'ont pas eu l'intégration neurosensorielle au bon moment. Ils n'ont pas fait ça quand il fallait. Et il faut revenir à l'acquisition de cette intégration pour que, à nouveau, ils puissent manger les morceaux. Il faut revenir à ça pour aller plus loin, ou sinon ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arrivent pas à 3, 4, 5, 6 ans. J'en ai vu à 7, 8 ans encore. Hein. Et 8 ans manger lisse, c'est perturbant. Hein. OK? Alors, à l'inverse, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous,
Parce que ça, tout le monde ici voit des enfants normaux qui ont 6, 7, 8, 9 mois. Il faut poser la question, est-ce qu'il prend les choses, est-ce qu'il les met dans la bouche? Si la mère dit oui, ok. Si elle dit, ah ben non, moi je suis tranquille, au contraire, celui-là, il va poser des problèmes, il ne faut pas être tranquille. Ça veut dire que lui, cet enfant-là, il faut le solliciter, c'est-à-dire lui mettre des choses dans les mains. Souvent, ces enfants-là qui mettent rien, eh bien, quand on leur met quelque chose de collant, tout de suite, ils ont besoin de s'essuyer. Ces enfants-là, quand on leur donne le bain, ils sont comme ça. Ces enfants-là, dans l'avion, ils sont comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment la genèse de l'hyper-irritabilité sensorielle, cette exploration. Et souvent, ces enfants-là, ils n'ont pas fait du quatre pattes. Pourquoi le quatre pattes, c'est important? Parce que quand tu es à quatre pattes, tu te frottes les mains, tu te casses la figure. Les enfants qui passent directement de la position assise à la position debout, eh bien, ils ont plus de difficultés alimentaires que les autres. On l'a démontré avec des cohortes, etc. Donc ça, c'est de la pédiatrie, ça. Ça, c'est quelque chose qui est important à échanger. Ça, c'est des enfants qui ne supportent pas aller dans l'herbe, etc. Donc, je vais aller très très vite pour qu'il y ait un temps de discussion. Il faut faire attention aux périodes à risque. Les périodes à risque, c'est avant tout au moment de la diversification alimentaire. C'est là où il faut demander est-ce qu'il mange bien, etc. Est-ce qu'il tolère bien les grumeaux? Est-ce qu'il tolère bien du lisse aux grumeaux, aux petits morceaux fondants, puis ensuite aux petits morceaux durs, avec l'introduction des morceaux. Et puis, il y a le problème de sevrage. Alors ça, on va en discuter tout à l'heure. C'est pas la peine que j'en parle parce que vous allez en parler avec moi. On a, Dieu soit loué, des mamans qui allaitent pendant longtemps et qui sont complètement démunies au moment du sevrage, pourtant on les a avertis, et qui disent mon bébé, il veut que le sein, mais moi, j'en peux plus. Vous avez ça. On va voir ensemble comment on fait dans la discussion. D'accord? Ça, c'est juste pour montrer que quand la maman, elle mange quelque chose de varié, plus tard, le bébé, il va aimer quelque chose de varié. Donc là où on disait autrefois, il ne faut pas que la maman, elle consomme trop d'allergènes, etc. Maintenant, on est à l'envers. Plus la maman a un panel alimentaire pendant la grossesse et pendant l'allaitement, et meilleur va être le panel alimentaire pour le bébé à venir. D'accord? C'est des études qui sont assez bien faites. Juste ça, j'aimerais que vous le photographiez dans votre tête, ou en vrai d'ailleurs. C'est juste pour montrer cette petite insuffisance mentonnière qu'ont tous les bébés. C'est un poupon, là. C'est-à-dire que quand on donne le biberon, il faut montrer à la maman qui n'a pas eu son diplôme de maman que le bébé est né. On ne lui a pas fait le diplôme avec la formation, 2 ans d'études et tout ça. D'accord? Eh bien, il faut lui montrer que si on met ici, voilà, il y a l'index qui sert ici, et si l'annulaire n'aide pas à l'insuffisance mentonnière qu'ont tous les bébés, et bien à ce moment-là, il peut y avoir une chute, et le bébé, il a du mal à faire ça. D'accord? Et ça, c'est pas tellement écrit dans les livres, c'est pas tellement enseigné, ça. Avec ça, l'enfant, il boit bien au biberon, je vous le dis. Bon, tout ça, c'est rapide. Marc, il nous reste 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Donc, dans les 5 dernières minutes, juste, je voulais dire que la néophobie, c'était quelque chose de normal. Ça, on a dit, il ne faut pas, c'est l'enfant à 4 pattes. L'installation, on en a parlé. Quand on a un enfant qui a des difficultés alimentaires, souvent, il a d'autres troubles fonctionnels. Ça, on a dit, il faut leur donner du lait, ok. Voilà. Et donc, il ne faut pas forcer les enfants à manger parce que c'est toujours les enfants qui sont les maîtres à table. Et donc, forçage égale cercle vicieux négatif. Et donc, on passe à un « t'es pas cap ». Ils sont plus cap. D'accord? Donc, pour finir, et pour qu'on puisse discuter un peu, sur les 14 minutes, développer tous les sens. Donc, il faut qu'ils touchent, etc.
faut pas forcer, bien installer. Les faveurs, ça sert à rien. Durée. Si, je partage avec vous ça. Un enfant au biberon, c'est au maximum 20 minutes au biberon. 20 minutes avec 2 €. Vous allez me dire, mais d'où il sort ça? Je vous assure qu'il y a des études. Et donc, mon idée, parce que moi j'aime bien faire un peu au niveau pédagogique, je dis c'est comme des bébés adultes. Nous, on ferait quoi? Entrée, plat, dessert. D'accord? Même quand c'est couscous, il y a entrée, plat, dessert. Et bien, le bébé, il fait lait, lait, lait. OK? Ça, c'est le bébé. Et celui qui est en diversifié, c'est une demi-heure maximum. Ça a été publié, hein, tout ce que tu fais au-delà de 30 minutes, en gain calorique, par rapport au forçage, il y a un rapport qui est un rapport négatif. J'espère que je vous ai apporté des petits trucs de consulte, là, hein, qu'on va partager. Hein. En tout cas, c'est vraiment une expérience à partager. Donc, pas d'assiette trop remplie, ça peut les indisposer. Pas de texture mixte, parce que on peut pas, c'est pas la même praxis de prendre des morceaux, de boire. Donc, spaghetti bolognaise, tout ça, c'est difficile pour les enfants. On met le mixé avec le mixé, le liquide avec le liquide, le morceau avec le morceau. Le mieux, et c'est pour ça que ça existe, c'est les assiettes compartimentées. D'accord? Pas d'eau pendant le repas, parce que sinon ça gonfle l'estomac. Et chez les enfants qui ne mangent pas bien, c'est pas bien de leur donner des aliments pendant le repas. Donc manger, c'est pas qu'une histoire de bouche. J'ai été just on time. Ah là, on y va. Je suis à votre... Merci. Hein, c'était... Merci pas Marc pour ce tour d'horizon.